En janvier 2025, j'ai accompagné une vingtaine de professionnels et entrepreneurs pour les aider à développer leur stratégie d'expansion et leur structure pour cette nouvelle année. Et voici les 12 meilleurs conseils, les 12 points qui sont les plus revenus de ces sessions d'accompagnement et j'ai envie de les partager avec vous. Bienvenue ici Joanne Yangting et aujourd'hui je vais vous donner les 12 conseils pour les 12 mois de 2025 pour tous ceux qui ont besoin justement de mieux se structurer, gagner en clarté, réussir à avoir aussi où mettre le focus en termes de stratégie parce que c'est ce qui est le plus revenu dans mes sessions. C'est revenu quasi dans toutes les sessions selon les profils, vous allez voir, mais aussi et surtout ça peut vous aider justement parce que si j'ai proposé cette offre de consulting spécial avec des sessions entre 45 et 90 minutes vraiment express, ça veut dire ok, vous avez des problématiques, des enjeux, je vous ai apporté les réponses pour 2025, donc ça a été entre la structure, la stratégie, l'organisation, etc. Je vais en parler un peu plus des grands enjeux. En fait ça permettait justement de propulser ces personnes et du coup j'ai eu plusieurs profils qui ont bénéficié de cet accompagnement. Là on est à la fin du mois de janvier, j'ai fait vraiment presque une vingtaine de sessions et du coup voici ce qu'il en sort et voici les conseils dont vous pouvez bénéficier. Je vais vous montrer un petit document là qui fait un récap de ces conseils. Si vous voulez le recevoir, vous allez en descriptif et vous pourrez avoir le petit PDF si vous voulez avoir vos 12 meilleurs conseils pour les 12 mois de 2025. Vraiment le PDF, vous allez voir que je vais vous le montrer ici, permet justement d'avoir un petit recul, une synthèse des grandes lignes, mais je voulais aussi le partager avec vous parce que c'est vrai que on est dans un monde qui va très vite, où il y a beaucoup de conseils, beaucoup d'informations, ça peut être très difficile de s'y retrouver, donc je voulais justement apporter cette clarté et voir justement comme c'est des problématiques qui reviennent, peut-être que vous là qui m'écoutez, ça peut justement résonner et vous apporter un peu de clarté. Bien entendu, je n'irai pas dans les détails stratégiques que je donnais de façon individuelle à ces personnes. Là, je vais rester dans les grandes lignes pour que vous puissiez justement avoir au moins les bonnes informations. Mais si vous voulez du conseil personnalisé, de la stratégie personnalisée sur mesure, vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre rendez-vous, on en discute. Vous allez sur le lien, ce lien-là, je vous le mets dans le document, mais aussi en descriptif. Et je vois comment je peux vous aider si justement ces problématiques, ces enjeux vous parlent. Parce que là, les profils des personnes que j'ai accompagnées sont assez variés, mais ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont plein de projets en même temps et plein d'activités en même temps. J'ai eu des auteurs et des créateurs, donc des gens qui sont soit auteurs de livres, soit dans la création un peu plus artistique, etc. J'ai eu beaucoup de consultants et formateurs B2B, donc qui interviennent beaucoup en entreprise. J'insiste sur le B2B parce que c'est vrai que la majorité d'entre eux que j'ai eu sont vraiment des acteurs dans le monde de l'entreprise. J'ai également quelques personnes qui ont des boutiques physiques et e-commerce, donc qui vendent des produits physiques et pas juste comme les autres, ça peut être du conseil, de la formation, etc. J'ai aussi pas mal de profils hybrides, salariés et entrepreneurs, parce que même si ça a été là, tous sont indépendants entrepreneurs, certains d'entre eux sont encore salariés et cumulent les deux activités, donc c'est un vrai enjeu aussi. Et j'ai aussi quelques professions libérales, donc avocats, juristes et dans la santé. Donc voilà, c'est dans les grandes lignes, les profils que j'ai accompagnés. Donc pour vous dire que c'est pas juste uniquement soit dans le très peu d'ailleurs dans le coaching, presque pas, des choses comme ça. Donc c'est plus des casquettes dans ces activités-là. Donc si ça vous parle, c'est pour vous dire aussi que je ne travaille pas que avec des purs entrepreneurs, notamment du web, et que j'interviens sur ces différentes sphères. D'ailleurs, la majorité des choses qu'on a faites étaient beaucoup moins sur la stratégie business et plus sur la structure. Je vous en parle. Donc justement, il y a eu les 7 problématiques qui sont le plus revenues. Et quand ils sont venus me voir, c'est le besoin de recul, de clarté, de structure dans la stratégie 2025. C'est le fait d'être seul et se dire aujourd'hui, je sais pas trop quelle direction prendre, ou j'ai pris les directions, donc pouvoir avoir un recul et mon expérience dessus. Le fait aussi de prendre un temps pour planifier et mieux s'organiser, poser les objectifs, prendre du recul. Savoir aussi comment, selon leurs contraintes et leur fonctionnement, comment s'organiser, affiner aussi leur stratégie et les décisions business majeures. Donc il y a eu quand même quelques décisions à prendre, beaucoup sur l'orientation, le pivot, les priorités. D'ailleurs c'est vrai que la prise de décision c'est un vrai enjeu, et quand beaucoup arrivent avec plein de projets, ils se disent j'ai trop de trucs, par quoi je commence, dans quel ordre je fais tout. Il y a également aussi le fait de casser le plafond de verre, comprendre aussi comment qu'est-ce qui peut aujourd'hui bloquer et quel est le point, le petit pivot là sur quoi mettre le focus. Généralement ça c'est un point
point de déblocage. C'est moi, j'essaie aussi de débugger, comprendre un peu ce qui peut vous bloquer aujourd'hui, être rassuré. Parce que certains, voilà, le contexte il est particulier, on est quand même dans un contexte de crise encore, et le fait de pouvoir apporter justement quelques stratégies, quelques idées, quelques reculs sur comment naviguer dans la crise, et puis le besoin d'équilibre, meilleur équilibre, un rythme plus sain, ça c'est extrêmement beaucoup revenu, je dirais même que c'était central à tout le monde, c'est le fait de réussir à enfin mieux s'organiser, mieux gérer tous les projets, la charge mentale, la fatigue. Beaucoup de monde était très fatigué là en fin d'année, en début d'année, en plus avec la grippe et tout qui court, donc ça a été un point à prendre en compte pour pouvoir aussi gérer l'imprévu. Je vais en parler après, mais un meilleur équilibre face aussi à l'imprévu, c'était pas mal revenu. Donc voilà les grandes lignes, même si ça peut paraître général, c'est quand même des points qui permettaient justement d'améliorer la stratégie et l'organisation pour 2025. La clarté, les priorités, pouvoir mieux planifier, s'organiser, et puis moi apporter un soutien, un recul pour les aider justement à mieux appréhender cette nouvelle année. Donc voilà, donc c'était vraiment ce qui ressort le plus des sessions, et voici les 12 choses qui sont le plus revenues et les conseils qu'on peut en tirer. Donc comme j'ai dit, le document, si vous le voulez l'avoir en PDF, vous allez en dessous dans le descriptif et je vous l'envoie, il n'y a pas de souci. Donc, voici les 12 grands enseignements pour 2025 et c'est vraiment ce sur quoi vous devez mettre le focus pour les 12 mois de l'année. 12 comme les 12 mois de l'année. Donc déjà, le gros sujet, c'était l'imprévu et l'incertitude. Les imprévus dans l'organisation, j'ai planifié, et puis en plus on a un contexte incertain, etc. Ça, c'est le top 1, c'est revenu. Même dans les sessions collectives que j'ai faites, j'ai fait un atelier en début d'année aussi, là. J'en ai fait un aussi en fin d'année. C'est revenu. Beaucoup m'ont dit comment gérer l'imprévu. Je planifie, mais à chaque fois, il y a une urgence qui arrive, etc. Ben, en fait, moi, ce que j'apporte et ce que je dis, c'est qu'il est essentiel de se structurer, de planifier pour l'imprévu. C'est pas de se dire, bon, ben, l'imprévu, je le subis, c'est que l'imprévu, il existe, il est là, donc je fais en prenant en compte l'imprévu. Et je planifie en prenant en compte l'imprévu. Et ça, vraiment, c'est aussi un changement de posture. Il y en a beaucoup à qui j'ai dit d'arrêter de subir les urgences de l'extérieur, d'arrêter de subir le temps, d'inverser le rapport de force et eux, de reprendre le contrôle de leur temps. Ne plus subir les urgences extérieures et des autres, sauf les cas vraiment exceptionnels, urgents, importants, notamment les proches ou les choses très spécifiques. Mais dans la majorité des cas, beaucoup se laissaient submerger par des choses de l'extérieur parce qu'ils avaient du mal à mettre des limites. Donc ça a été un vrai enjeu. Donc en vrai, l'équilibre, c'est avoir une structure et une direction, tout en étant flexible et réactif. Ça veut dire qu'il faut du cadre, il faut de la structure, il faut un plan, mais il faut aussi savoir rester flexible. Et c'est cet équilibre-là qui permet de gérer l'incertitude. Ça veut dire qu'il faut suivre, je vais en parler après, suivre son plan, suivre sa direction, mettre du cadre, mais ce cadre-là permet que même quand l'imprévu et les choses arrivent, on arrive à décaler, à jouer à Tetris, mais on gère mieux. Parce que quand il n'y a pas de cadre, c'est le chaos total et là on se tape que l'incertitude, que l'imprévu et on passe sa vie à gérer des urgences. Pareil, là, le gros enjeu, là, on planifiait l'année, on va focaliser vraiment sur les 90 prochains jours, donc le premier trimestre de l'année 2025, parce qu'en fait, nous sommes notre pire ennemi, et c'est vrai que parfois, il y a un peu les humeurs ou les yo-yo de forme qui vont dicter notre organisation, et j'ai bien expliqué que c'est important, en fait, de planifier d'abord le premier trimestre, parce que le monde va changer très vite, vous allez changer, etc., pour pouvoir justement focaliser dessus, même si on a une vision sur le plus long terme, et ensuite, d'avoir des objectifs et le suivre. Donc le but, la planification à 90 jours, c'est d'abord définir des objectifs sur les 90 jours qui sont cohérents avec ceux de l'année, mettre en place un plan, l'exécuter, mesurer, évaluer et ajuster. Et on l'ajuste chaque 90 jours, mais on l'ajuste aussi chaque semaine et chaque mois. Donc c'est vraiment le cycle de planification que moi je recommande et que je recommande à tous mes clients, c'est qu'on s'est donné surtout un sprint de 90 jours par rapport à ce qu'on a mis en place. Il y a également aussi un point important, c'est la partie intuitive, parce que là, je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup. C'est aussi une partie de mon métier, c'est que parfois, au fond d'eux, les gens, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils savent ce qui est important pour eux, mais ils ont besoin d'entendre que je le dise. Mais même moi je suis comme ça, parfois je sais des choses, mais parfois quand quelqu'un, un mentor ou quelqu'un de l'extérieur me le dit, ça n'a pas le même impact. On est tous comme ça. Et du coup, y a beaucoup de fois où je me suis rendu compte que mon but, c'était de les guider aussi à travers à se poser les bonnes questions pour faire ressortir ce qu'ils veulent vraiment. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de décisions qui étaient à prendre, mais parfois juste en 5 minutes,
ben, je captais assez vite la décision qu'il devait prendre. Et ça faisait des mois qu'il traînait ça, qu'il ruminait dessus, alors que la décision, pour moi, avec le recul que j'ai, parce que soi-même, on n'a pas de recul sur soi, mais moi, j'apporte le recul. Et pareil, quand je demande les gens de m'aider, c'est pour avoir du recul que je n'ai pas, ben, il était évident que la décision, c'était ça. Mais ça vient d'eux. Donc du coup, c'est vrai que il est important de se poser les bonnes questions. Et parfois, seul, on n'y arrive pas toujours, d'avoir une vraie réflexion, certes, mais aussi de savoir s'écouter. Parce qu'en fait, c'est le combo entre le recul de quelqu'un de l'extérieur, l'art de poser les bonnes questions, soit de l'extérieur aussi, et la réflexion personnelle qui amène la bonne décision. Et la décision que j'appelle intuitive. Elle est intuitive parce qu'au fond, on sait, mais en plus, on se pose les bonnes questions, on la valide, et on a le recul qu'on n'a pas tout seul. Donc moi, je crois que ça, c'est un point ultra important, et la grosse différence va se faire dessus. D'ailleurs, bah justement, hein, une fois qu'on a pris une décision, il faut faire simple. Beaucoup, là, en termes d'organisation, ils culpabilisaient, ils se disaient, mais est-ce que c'est parce que je fais mal, j'ai pas la bonne organisation, j'ai pas les bons outils? Je vais vous dire une chose, en fait, les outils ne servent à rien tant qu'on ne sait pas s'organiser sur le plan personnel. Parce que l'erreur, c'est d'abord de vouloir trouver la bonne méthode ou le bon outil, alors qu'en réalité, il faut d'abord comprendre comment on fonctionne, son rythme naturel, ses besoins, ses projets, ses contextes, et seulement après, on choisit l'outil adapté. Parce qu'en plus, les outils sont différents et selon les profils, parce que justement j'ai travaillé dessus, selon les profils, il y a des outils qui plaisent à des gens qui ne vont pas plaire à d'autres, donc il faut trouver cet équilibre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pour moi, la meilleure efficacité personnelle, c'est d'abord comprendre les besoins personnels, analyser les besoins et les rythmes individuels, donc vos rythmes naturels, ensuite concevoir l'organisation la plus simple possible et la structure par rapport à ça, pour ensuite, quand on a ça, adapter les bons outils. Et non pas à l'inverse. Souvent, les gens, ils veulent rentrer dans un moule, dans une méthode, dans un outil, et ils se disent, mais j'arrive pas, je culpabilise, ou je ne tiens pas sur la durée. C'est à cause de ça. Donc ça, c'est la grosse force de Flowtasking, c'est de toujours partir d'abord de vous, et pas de vous faire passer dans un moule, et vous conforter, ou vous conformer dans un truc qui ne vous correspond pas. Donc, il y a aussi un point qui est pas mal venu, parce que j'ai eu beaucoup de profils multipotentiels, multi-casquettes et tout, et beaucoup se disent, mais j'ai du mal à trouver peut-être mon branding global ou harmoniser le tout. On me dit qu'il faut que je me niche, que je me spécialise. Ça, c'est un mythe. D'ailleurs, je vous invite fortement, si vous ne l'avez pas encore fait, j'ai un challenge pour les entrepreneurs multipotentiels pour comprendre comment structurer votre business, qu'on a plusieurs casquettes, ou on lance un business avec plusieurs activités. C'est en descriptif si vous voulez voir, parce qu'il y a beaucoup qui ont du mal avec ça. Et moi, je vais vous dire une chose, la spécialisation, c'est pas le meilleur conseil qu'on donne. En fait, il y a une stratégie qu'on peut mettre en place pour les multipotentiels. C'est la stratégie de l'écosystème et de vous au-dessus en termes de personnalité, d'identité, en termes de leadership, à travers différents projets. Et la structure, elle est complètement différente. Ça va pas contre la spécialisation, parce que chaque projet va avoir sa com et sa stratégie spécifique, mais il y a une cohérence, il y a un écosystème. Et ceux avec qui j'ai travaillé ça, en fait, ça leur a apporté beaucoup d'allègement et de se dire, ah ouais, mais en fait, j'ai enfin réussi à tout connecter et c'est clair. Et ça fait la différence. Donc, un business multipotentiel, oui, il faut le bon message global, mais chaque projet, une structure de croissance. Pensez plutôt identité, branding, plutôt que juste niche et personnalité. Personnalité, on va dire spécificité ultra personnalisée, et plutôt penser personnalité qu'on exprime pour pouvoir avoir cette multipotentialité et ces différentes casquettes qui rentrent en jeu. Et ça fait une vraie différenciation. C'est très différent des conseils business qu'on donne de façon traditionnelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas ça. Et justement, moi, j'ai apporté ça dans le game. Et ça a été un gros point pour ceux qui sont multicasquettes de réussir à trouver cet équilibre et créer leur écosystème. Donc, c'était forcément en 45-90 minutes, j'ai plus apporté le recul sur l'écosystème et tout, mais certains que j'ai en accompagnement, on arrive à développer ça. D'ailleurs, je vais sortir pas mal d'études de cas pour vous montrer comment on développe un business multipotentiel. Donc, il y a également le fait d'avoir les ruminations, ça c'est beaucoup revenu, trop réfléchir, trop d'idées, du mal à dormir, etc. Charge mentale. Et en fait, vous savez, moi... pour avoir beaucoup travaillé avec des gens qui ruminent beaucoup, la grosse erreur, c'est de rester non-stop dans trop d'introspection. On rajoute. Vous savez, ruminer, c'est
un choix. Et ça, j'ai eu du mal à l'accepter, mais en réalité, c'est un choix. On fait le choix conscient de ruminer parce que c'est une forme de contrôle. Ça veut dire que quand on rumine, on se dit, bah, peut-être que là, je vais pouvoir trouver des solutions, des idées, ou je vais pouvoir anticiper tous les scénarios possibles pour pouvoir empêcher que le pire arrive. Ou alors, comme j'ai plein d'idées, je vais ruminer pour toutes les travailler, pour être sûr d'en rater aucune. Mais l'erreur qui est fatale avec ça, c'est qu'en fait, l'imprévu, quand il arrive, on ne peut pas tout maîtriser, et en plus, ruminer, c'est du temps qui épuise énormément et qui empêche d'avoir des vraies infos, parce qu'on suranticipe, vraiment, on se préoccupe des choses, on s'en occupe à l'avance. En réalité, en fait, moi, je vous dis, la majorité, là, on fait un plan et on agit. Et ça a été mon plus gros rôle, les faire passer à l'action très très vite et arrêter les ruminations. Vous aurez le temps de l'introspection, vous allez peut-être ruminer, mais là au bout d'un moment, il faut avancer. Il faut mettre en place un système de décision rapide et hop, on y va. En fait, la meilleure approche de prise de décision, comme j'ai dit, moi, c'est l'action. C'est le mouvement, c'est apprendre dans le mouvement, c'est se confronter à la réalité plutôt qu'à l'imagination, le fictif. C'est vraiment aller dans le concret. Et moi, c'est comme ça que je bosse. Alors, il y en a peut-être... Si vous voulez un thérapeute ou quelqu'un qui va vous faire rentrer en introspection longue, allez-y. Moi, c'est je capte les trucs, vas-y, on y va, on avance. Parce que justement, les gros déclics, ils vont dans le mouvement. Et y a combien de fois j'ai cassé des syndromes de l'imposteur, des procrastinations, des perfectionnismes, des choses comme ça, juste grâce au mouvement. Parce qu'au bout d'un moment, bah, quand tu fais, tu te transformes, tu es obligé, tu n'as pas le choix, tu penses différemment et puis tu te rends compte que finalement, le syndrome de l'imposteur, typiquement, c'est le cas le plus fréquent. Il y a des gens qui disaient mais les gens ils vont penser illégitime et tout. Je dis vas-y, on suit le plan, encore une fois, suivre son plan, on met en place les choses et après qu'est-ce qu'ils me disent? Ah mais j'aurais dû le faire plus tôt, mes clients étaient trop contents et puis en plus ils sont prêts à me payer plus. Voilà, bah tu l'as vu. Ton syndrome d'un imposteur, là, on aurait pu rester en introspection pendant 10 ans à réfléchir sur le pourquoi, du comment, de comment, machin, ceci, cela. Non, ok, tu as fait, tu as mis du mouvement, tu es allé vendre, t'es confronté à ton marché, à tes clients, tu as eu des résultats et tu as des conclusions. Au bout d'un moment, il faut y aller. Et pareil, vous savez, il y a le manque de visibilité, j'arrive pas à être visible, ça c'est beaucoup revenu. Sur toute la partie stratégique, j'arrive pas à trouver les bons clients et tout. Généralement, là, c'est très simple. Quand on a un problème de visibilité, généralement, c'est qu'on a un problème de clarté. Ça veut dire que le manque de visibilité, c'est souvent que le positionnement et l'offre sont pas clairs, que la valeur apportée n'est pas claire pour la cible, et surtout que le message n'est pas clair. C'est vraiment positionnement, offre, cible, message, c'est incohérent. Et généralement, c'est quand on veut toucher tout le monde, c'est quand on a du mal aussi à se positionner, c'est qu'on a du mal aussi à savoir qui sont nos clients. Et pour les multi-casquettes, multi-potentiels, c'est que ils veulent tout mettre dans un truc, alors qu'en réalité, il faut adapter une communication spécifique pour les différents projets, plus une pour l'écosystème global. Donc tout ça, c'est une question de clarté. Le problème de visibilité, vous n'êtes pas visible parce que les gens ne comprennent pas, ou c'est pas clair pour eux, et c'est même pas clair pour vous. Donc la bonne communication commence par la clarté de ses fondamentaux, et quand ça c'est clair, comme par hasard, on sait comment communiquer, on sait où communiquer, et on arrive à mieux communiquer. Et le but, c'est pas juste d'être visible, hein, c'est de toucher les bons clients. Donc même sans une grosse audience, on peut avoir des super résultats. Pareil pour le ras-le-bol des réseaux sociaux, parce que je parlais de visibilité, mais j'étais assez étonné de voir à quel point, ça fait un petit moment, la majorité de mes clients, ils ont du mal avec les réseaux sociaux. C'est qu'ils en ont marre. Que ça soit le fait que ça soit fake, que tout est un peu formaté, voilà. Donc, il faut trouver un équilibre entre ceux avec qui j'ai trouvé une façon de l'utiliser et ceux où on s'est rendu compte que les réseaux sociaux, c'est bien mignon, mais j'ai au moins 80% de mes clients qui ont des stratégies hors réseaux sociaux. La recommandation, le réseau, les rencontres. Et c'est beaucoup plus rentable pour eux. Ça veut dire que là, moi, quelqu'un qui aime les réseaux et tout, je peux donner une stratégie et tout pour avoir des clients, mais comme j'en ai plein qui n'aiment pas ça, on prend d'autres chemins. Et il y en a d'autres, mais ces chemins-là, en fait, non seulement ils sont plus efficaces, parce qu'en fait, ce que je dis, c'est que la conversation, le fait de discuter avec des prospects, des clients, rencontrer les gens, vous avez beaucoup plus d'infos que sur le web, où sur le web, c'est très ingrat, parce que parfois, un truc ne marche pas, et on ne sait pas pourquoi, les gens ne vont pas le dire. Alors que quand vous allez rencontrer les gens, vous avez des vraies objections, vous avez des vraies discussions, des vraies conversations, là vous avez des infos. C'est ça que dans Game Entrepreneur, d'ailleurs, mon programme pour se lancer, je dis l'étude de marché, c'est bien mignon, mais allez rencontrer le plus vite possible vos clients potentiels. Se respecter, puisqu'on parle encore business, le pricing. Là, c'est beaucoup revenu parce que beaucoup, parfois, ont tendance à se brader. Ouais.
Les temps sont durs, on rabaisse ma valeur et tout. Du coup, je me brade. Et c'est dramatique parce qu'ils se retrouvent en difficulté. Moi, je vais vous dire une chose. Vos prix doivent refléter votre valeur. Et surtout, mettez un standard, ne descendez pas en dessous. C'est extrêmement important. Beaucoup de gens font cette erreur. Et moi, je vous recommande, si vous voulez vraiment passer à un autre niveau, développer un écosystème de gamme de prix. Quitte à avoir différents tarifs, vous ne devez pas brader ce que vous avez déjà. Vous devez faire des gammes spécifiques. Il y a des gens, ils veulent payer moins, ils ont un truc qui sera plus abordable, mais qui est OK. C'est comme moi, mon écosystème, c'est que mes consultings, je baisse jamais les prix sur mes consultings. Mais ce que je vais faire, c'est que j'ai des programmes, écoute, t'as pas de budget, suis mon programme, en autonomie. Ou alors rejoins mon groupe. Mais je vais pas te donner ça et baisser mon prix juste parce que t'as pas le budget. Et puis surtout, faut cibler les bonnes personnes. Moi, j'ai des gens pour qui mes consultings, ça se passe très bien. Et il y en a d'autres qui vont me sortir que voilà, c'est trop cher ou je ne sais pas quoi. Donc vraiment, pour établir des stratégies qui reflètent votre valeur, posez un standard, affinez votre cible et développez des gammes de produits. Ça fera une vraie différence. Et puis aussi, suivez vos chiffres. Alors ça, c'est un truc ultra important. J'en vois beaucoup qui font l'erreur de se perdre et quand parfois j'arrive pour travailler avec eux, ils commencent à me dire mais moi tu vois je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça et il y a une grosse incohérence. Et le gros problème avec ça, c'est que parfois on est dans l'émotionnel. On se dit mais ça marche pas, ça marche bien. Et puis je fais plein de choses, je sais pas pourquoi ça marche bien. Alors que moi ce que je vous conseille c'est de justement, et c'est ce que j'ai beaucoup travaillé avec eux, c'est de prendre les indicateurs clés et de les suivre. Et de réduire généralement s'il faut à 3. On a beaucoup fait ça avec beaucoup de mes clients. Si on met en place un dashboard et je lui dis, OK, selon ton business, les indicateurs à suivre, c'est ça. Pour être sûr que ça performe et focalise sur ça, te perds pas. Et fais un petit suivi de tes chiffres. Ça fait une vraie différence. Et puis bien entendu, on revient aux fondamentaux. Quoi qu'il arrive, là, tout le monde s'agite, les super tactiques, ils partent dans tous les sens et tout. Quand on revient aux fondamentaux, là où tout le monde s'agite, où tout le monde suit l'objet brillant, c'est là qu'on arrive justement à être plus stable dans la tempête. Donc maîtriser les fondamentaux. Les tactiques sophistiquées, là, c'est bien mignon, c'est bien, mais quoi qu'il arrive, il y a des principes qui ne bougent pas. Quand vous maîtrisez des principes intemporels sur l'organisation, sur le temps, sur le business, sur la stratégie, après vous avez ces fondamentaux-là, vous les utilisez, et quels que soient les changements de marché, ça revient toujours. Ensuite, vous avez des bases, des compétences et tout qui vous servent et après on peut innover dans les tactiques. Mais ça, c'est ça qui fait tenir pendant longtemps. C'est ça qui rend pérenne. Donc les fondamentaux, revenir aux fondamentaux, ça c'est surtout dans un climat où tout le monde s'agite, court après les derniers trucs d'IA, tout ça. C'est mignon, c'est bien, mais n'y passe pas là tant que tu maîtrises pas les fondamentaux. Et puis la fin, le dernier point, c'est que parfois un coup de pied aux fesses, ça fait du bien. Ils ont fait appel à moi pour ça. C'est ça que j'ai créé cette offre, en fait, c'est que j'ai eu pas mal de demandes et je me suis dit, bon, tiens, il y en a plein qui ont ces besoins-là. Donc je me suis dit, ça peut peut-être intéresser mes clients. Donc je l'ai proposé et j'ai dit, voilà, si vous voulez un regard extérieur, si vous voulez justement un petit coup de pied aux fesses, vas-y, on met les deadlines. Parfois, le fait d'avoir des comptes à rendre, de mettre des deadlines, d'avoir du recul, ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps et c'est ce que j'ai mis en place. Ça veut dire que vous gagnez du temps parce que vous avez un recul que vous n'avez pas sur vous-même. On prend toujours ses responsabilités. Moi, je garde toujours mes clients accountable. Ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils prennent leurs responsabilités. C'est eux qui peuvent agir. Moi, je suis là en guide, en conseil, en recul. Ça permet aussi de mettre des deadlines pour justement ne pas rester là tout seul à tourner en rond et tout. Et puis d'avoir des conseils extérieurs et puis rassurer un peu sur les choix. C'est vraiment comme ça que je l'ai mis en place et c'est vrai que ça a permis de pouvoir gagner du temps parce que beaucoup d'entre eux ont déjà mis en place ce qu'il faut, ils savent sur quoi ils doivent focaliser et puis beaucoup de décisions. Donc hop, en quelques temps, ça permet de pouvoir se débloquer, d'avancer, de tout poser pour 2025. Donc du coup, ce genre de session-là, spécifiquement ça, c'est fini puisque je l'ai fait qu'en janvier. Mais vous, si aujourd'hui, vous voulez justement un accompagnement, que ça soit en session flash ou en accompagnement plus long, j'en propose maintenant. C'est un format un petit peu différent. Mais l'idée, c'est de vous apporter justement la simplicité, la clarté, l'action pour pouvoir aller vers vos objectifs. Donc, si vous voulez les infos, vous prenez rendez-vous. Vous avez le lien en descriptif. Et si vous voulez le document, je vous le mets aussi pour pouvoir avoir le bilan de tout ça. Donc, c'était vraiment pour vous montrer justement qu'aujourd'hui, dans tout ce brouhaha, toute cette agitation, parfois c'est bien de se poser, de prendre du recul. Et les 12 conseils que je vous donne là, pour moi, ils feront une différence aujourd'hui pour ceux qui sont indépendants, entrepreneurs,
qui veulent le devenir, ou ceux qui ont plusieurs activités en même temps et qui cumulent salariat, entrepreneuriat, etc. pour pouvoir savoir comment aborder 2025, mais bien entendu, ça s'applique en 2025, mais aussi le reste du temps, mais surtout en 2025 où on est dans un contexte très 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 particulier. Vous voulez de l'aide, vous savez où me trouver en descriptif, et puis d'ici là, manquez pas, je vais sortir pas mal d'études de cas des personnes que j'ai accompagnées pour vous montrer un peu comment ça se passe en coulisses et qu'est-ce que vous pouvez tirer comme leçon de ce que j'apporte dans les coulisses auprès de mes clients. Voilà pour tout ça, et puis moi je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce en l'air ou des likes ou des petites étoiles, ça fait plaisir selon là où vous écoutez, et puis moi je vous retrouve très bientôt. Ciao ciao.